L'investissement en crypto-monnaie peut sembler super complexe au premier abord avec tous ces termes techniques et ces jargons avec des multitudes d'informations en plus disponibles sur Internet. C'est pourquoi avec Julien, là, on a décidé de vous proposer un guide simple pour investir vos premiers euros en crypto-monnaie. On va répondre aux questions les plus fréquemment posées par les débutants afin de vous aider à démarrer sans stress. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Allez, on est parti. On va poser la première question qui est à la fois simple et en même temps difficile à répondre. C'est ça. C'est quels sont les premiers pas à faire pour commencer à investir dans la crypto? Eh bien, effectivement, très bonne première question. Tu casses la glace. Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment comprendre dans quoi on investit. De la même façon, si aujourd'hui vous investissez dans des actions traditionnelles, on va nommer par exemple Apple ou Amazon, je pense que ça parle à tout le monde parce qu'on est consommateur à quelque part de ces produits ou de ces services-là. Et quand on parle crypto-monnaie, ça devient tout de suite beaucoup moins tangible. Et je pense que la première étape, c'est vraiment de comprendre dans quoi on investit. Alors à mon avis, tout commence par Bitcoin. Du coup, est-ce que tu peux me donner rapidement, en 2 mots, m'expliquer ce qu'est Bitcoin? Alors c'est infiniment complexe, effectivement. Ouais. Ça fait à peu près 4 ans que j'essaie de comprendre complètement c'est quoi Bitcoin. En même temps, ça peut se résumer très simplement. Donc je vais prendre une analogie qui est souvent utilisée, c'est comme de l'or numérique. C'est une monnaie qui va avoir un objectif de réserve de valeur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, son supply, donc la circulation finalement de Bitcoin, elle est limitée à 21 millions. Donc 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura pas plus que ça. Il faut même savoir qu'il y en a une grande partie qui sont plus ou moins perdues parce qu'au début, il fallait que le réseau se développe et donc du coup, il y a certains bitcoins qui ont été immobilisés sur des portefeuilles. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans la complexité maintenant, mais imaginez-vous déjà que 21 millions, c'est pas beaucoup. Et il n'y en a même pas autant que ça. Je crois que c'est à peu près 18 ou 19 millions qui seront en tout en circulation à la fin. Donc forcément, le fait que cette limite-là, elle soit imposée, ça fait que mathématiquement, sa valeur ne peut pas être diluée. Au contraire, en fait, plus de gens vont adopter le Bitcoin et plus la valeur de chaque unité va augmenter. Et de cette façon-là, le Bitcoin va pouvoir jouer ce rôle. J'aime bien cette notion de plan B. On va revenir par exemple sur la monnaie. On va réexpliquer très très simplement, mais vraiment pour que ça parle à tout le monde, c'est quoi le concept de la monnaie? La monnaie, c'est une forme de communication entre les êtres humains. D'accord? C'est la première forme de communication même avant les premiers écrits qu'on a retrouvés. On avait d'abord une certaine forme de comptabilité. Donc les humains ont toujours eu besoin d'avoir finalement ce langage possible entre eux. Bien sûr, pour échanger, pour échanger de la valeur. Ouais, totalement. Voilà. Et si tu regardes c'est quoi, et tout ça c'est des choses que j'ai découvert grâce au Bitcoin. Donc moi je vous invite vraiment à faire ces recherches parce que de la même façon, vous allez ouvrir un peu la boîte de Pandore et vous allez vous poser des questions que vous n'êtes peut-être jamais posées préalablement. Donc une monnaie... The rabbit hole de Alice au Pays des Merveilles. Exactement. C'est exactement ça. Alors, une bonne monnaie, on dit qu'il faut qu'elle réponde à 3 critères. Première chose, c'est qu'il faut qu'elle soit non périssable. Ça paraît évident comme ça, mais il faut savoir que... Pourtant, les denrées alimentaires ont servi d'échange pendant très longtemps. Exactement. Comme monnaie. Et d'ailleurs, même le mot salaire, quand on dit on perçoit un salaire, c'est que ça vient du sel à la base, parce que le sel a été pendant longtemps une monnaie. Après, il faut que sa quantité, d'une certaine façon, soit limitée ou que ça soit difficile à obtenir, parce que si c'est à profusion, finalement, sa valeur déjà elle est moindre. Ok. Il faut qu'elle soit transférable facilement, donc on puisse l'échanger. Donc si par exemple la monnaie, je sais pas, c'est des animaux, tu vois, par exemple, il faut que tu te balades avec ton troupeau, tu vois, pour pouvoir échanger avec d'autres humains. Alors que justement, le Bitcoin, le fait que ça soit numérique, c'est particulièrement facile à échanger. Et puis après, la dernière chose, il faut que ça soit divisible énormément. Donc pourquoi? Parce que comme ça va être facile de justement pouvoir avoir un registre, un registre finalement et des échelons en fait de paiement. C'est-à-dire que tu vois, l'or par exemple, si j'ai un lingot d'or, je me balade avec mon lingot d'or, c'est difficile de te donner une fraction de ce lingot d'or. Ou alors il faut que j'ai une râpe et tu vois, je te donne de la poudre d'or, il faut mesurer, il faut peser, machin.
Un Bitcoin, en fait, est divisible en 1 million d'unités qu'on appelle des Satoshi. Ouais. Pour faire un clin d'œil du coup au nom de son inventeur. Donc en fait, on voit que Bitcoin ici, il remplit très bien et même quasiment mieux que l'argent que nous on utilise tous les jours. Donc tu as parlé d'euros tout à l'heure ou de dollar canadien pour moi. Bitcoin remplit encore mieux finalement cette fonction-là de communication et le fait que sa quantité soit limitée, donc je reviens sur ce point-là parce qu'il est essentiel, eh bien ça fait qu'il va beaucoup plus préserver notre épargne que ce que aujourd'hui les monnaies fiat ne font plus ou presque plus en fait. C'est-à-dire que une chose que j'aime bien rappeler, on n'arrête pas de parler d'inflation. L'inflation, c'est pas le coût de la vie qui augmente, c'est la valeur de la monnaie qu'on utilise qui diminue. Et donc du coup, il faut que je dépense plus de cette même monnaie pour obtenir les mêmes services. Et donc, quand on pense à vous et moi qui voulez épargner pour éventuellement un jour partir à la retraite, et donc du coup, ça suppose qu'on ait une épargne. Et cette épargne-là, si elle fond comme neige au soleil pendant notre vie active, on va avoir une mauvaise surprise quand on arrive à la retraite parce que d'un coup, tous les efforts finalement qu'on a pu mettre en place, ils se sont volatilisés et à quelque part, on s'est fait voler notre temps. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on se fait voler notre temps. Alors que si on est sur une monnaie qui peut préserver cette épargne-là et même s'apprécier avec le temps, et à ce moment-là, on a réussi quelque chose d'intéressant. Donc c'est ça que Bitcoin essaye de remplir. Moi, ce que je comprends, en gros, si je résume ce que tu viens de me dire, en fait, tout était dans le nom du white paper, peer-to-peer cash payment system. Donc ça, c'est ce qui est noté sur le white paper, le titre du white paper de Bitcoin. Donc en gros, un paiement de pair à pair, de cash. Donc c'est ce que tu viens de dire, mais en plus de ça, ce que tu ajoutes à ce titre, c'est que le fait d'avoir programmé dans Bitcoin le fait qu'il n'y avait que 21 millions de Bitcoin, ça ajoute de la valeur intrinsèque à Bitcoin, d'une certaine manière. Et ça le rend même encore plus intéressant. Et c'est pour ça qu'on a ce parallèle souvent de Bitcoin avec l'or, si je devais résumer ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est la notion finalement, parce que l'or, pourquoi a joué ce rôle de préservation de valeur finalement à travers le temps et à travers les époques, c'est parce que son supply est limité, donc sa quantité est limitée sur la planète. C'est extrêmement difficile en plus d'extraire de l'or, donc forcément ça va avoir joué ce rôle-là. Et en plus, l'or, il y a un côté, on l'utilise pour des bijoux, donc ça prenait ce petit quelque chose finalement pour que les gens commencent à l'apprécier et à l'utiliser. Et de la même façon, je pense que Bitcoin, il y a eu des tentatives de Bitcoin avant Bitcoin, en fait, il faut le savoir. Et la raison pourquoi Bitcoin a fonctionné, c'est vraiment un alignement d'étoiles et de planètes. Parce que ça a été lancé en 2008 pendant la crise des banques et je pense que c'est ce contexte vraiment particulier qui fait que d'un coup et en plus on avait une certaine maturité parce que comme tu disais tout à l'heure un réseau niveau de la technologie. Tu vois, nous ça nous fait penser à quand on téléchargeait des films à l'époque. Bien sûr. Le concept de peer-to-peer, il est simple dans la théorie, mais pour l'avoir, on va dire, implémentable d'un point de vue technologique, il fallait quand même une certaine maturité. Donc Bitcoin est arrivé à un moment où c'était largement possible parce qu'il y avait des ordinateurs, tu vois, toutes les familles ou presque avaient des ordinateurs, Internet était bien en place, etc. Donc ça permettait ça. Et cette chose que j'aime bien rappeler en fait, c'est que c'est difficile de comprendre une solution quand on voit pas le problème. Quand on vit, par exemple, en Europe, même si on sait que voilà l'euro, il a certaines problématiques, etc., globalement, on s'en sort quand même pas trop mal. Au Canada, c'est la même chose avec le dollar canadien, ou si tu es aux États-Unis, c'est encore mieux, le dollar américain, c'est la monnaie la plus forte. Mais si tu habites en Turquie, si tu habites au Venezuela, si tu habites dans ces pays qui ont justement qui vivent de l'hyperinflation, donc c'est pas juste de l'inflation, c'est de l'hyperinflation, à ce moment-là, tu te rends vite compte que c'est plus une solution en fait les monnaies fiat et que ça prend ce fameux plan B. Et donc du coup, c'est là que Bitcoin il joue son rôle. Donc déjà vraiment, j'invite, pour revenir à notre vidéo et à notre sujet, j'invite vraiment les gens à essayer de comprendre. Déjà, je pense que vous allez gagner de mieux comprendre un peu les mécanismes de ce qui régit notre économie, parce que personne n'est complètement imperméable à ça, on est d'accord, on vit dans ce monde-là, on travaille toute notre vie pour gagner de l'argent, donc on peut pas dire que l'argent c'est pas important. Donc essayez de comprendre déjà comment ça fonctionne, et puis essayez de comprendre du coup quel est le problème que Bitcoin essaye de résoudre. Déjà, c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, on va mieux le comprendre et donc du coup, ça sera plus facile d'investir dedans. Est-ce que tu as genre un livre ou deux livres à donner pour intéresser sur Bitcoin, mieux comprendre Bitcoin? Carrément. Alors, j'ai pris quelques livres à côté de moi pour vous en présenter quelques-uns. Alors, le premier que je recommande, c'est The Internet of Money, donc
l'Internet de l'argent finalement. C'est un livre... alors en fait, on voit son nom ici, c'est Andreas Antonopoulos. C'est un des premiers, en tout cas conférenciers que moi j'ai découvert qui parlait de Bitcoin, mais je parle de ça déjà 2010-2011. Il était déjà présent, il faisait des TED Talks, il intervenait auprès des gouvernements, auprès des entreprises pour essayer d'expliquer les enjeux de Bitcoin et plus tard de la blockchain. Et en fait, ce livre-là, d'ailleurs, je crois qu'on peut le télécharger gratuitement sur son site web. Sinon, il existe une version papier. C'est tout simplement une collecte de toutes les conférences qu'il a données. Donc, tout est disponible sur YouTube. Mais moi, j'aime bien le format écrit. Donc, au début de chaque paragraphe, il te dit là, on va parler de ça. Et tu as le lien vers la vidéo YouTube si tu préfères aussi le regarder, tu vois. Mais première chose, vraiment, je recommande ce livre parce qu'il est très simple à lire. Et autant Antonopoulos, il a écrit des livres beaucoup plus complexes pour des gens dont c'est le métier, c'est des développeurs, tu vois, du réseau. Ce livre-là, il a été vraiment écrit pour les débutants. Donc, je le recommande très fortement. Un autre livre que j'aime bien recommander, alors je ne veux pas écorcher son nom, l'auteur c'est Saifedean Ammous, si je le dis correctement. Et le livre c'est, donc là j'ai enlevé la jaquette, mais c'est le Bitcoin standard en fait. Donc, comme on a beaucoup parlé, par exemple, du standard de l'or, eh bien là, c'est le nouveau standard, le standard de Bitcoin. Alors, il a aussi un podcast. Il a énormément fait d'interviews aussi avec des maximalistes de Bitcoin. Donc, ça permet vraiment d'aller plus loin, on va dire, dans le sujet. Et c'est quoi un maximaliste, juste comme ça? Un maximaliste, c'est quelqu'un, parce qu'après, Bitcoin, ça a été la première étape. Après, il y a eu la notion de blockchain sur laquelle Bitcoin est fondé. Okay. Et avec le peer-to-peer, on n'a pas utilisé le mot encore, pourtant c'est super important, décentralisation. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, du coup, un maximaliste, c'est quelqu'un qui dit Bitcoin, ça a de la valeur. Puis toutes les autres cryptos, finalement, c'est un peu du blabla, c'est un peu du casino, c'est un peu des conneries. C'est vraiment Bitcoin le seul qui résout un vrai problème de société. Donc, c'est des gens qui sont vraiment deep, on va dire, dans Bitcoin. Et c'est dans ce livre-là que j'ai notamment appris le concept de dureté de la monnaie. Donc, tout ce que j'expliquais tout à l'heure avec la disponibilité de cette monnaie-là, la possibilité de l'échanger facilement, etc. Donc, tout ça, c'est des concepts. Il revient sur les concepts de base de la monnaie, d'Aristote, etc. Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, là, maintenant, pour revenir un peu en concret, comment tu fais pour acheter tes premiers bitcoins ou tes premières cryptos? Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu penses que ça vaut le coup d'acheter aussi autre chose que Bitcoin? Alors, on va commencer là encore simplement. Je pense que s'il y avait une seule crypto à acheter, effectivement, ça serait Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est celle qui a le plus de chances de perdurer. D'accord? On va peut-être dire tout de suite que l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous informer. On ne vous donne pas de conseils d'investissement. Je sais que c'est important de le rappeler. On ne vous dit pas d'aller acheter du Bitcoin. On vous dit que si vous êtes dans cette démarche-là, il y a peut-être certaines choses qu'il faut faire préalablement et notamment donc de bien comprendre ce que vous faites. Et une chose est certaine, c'est que dans toutes les crypto-monnaies, il y en a une, on dit toujours c'est le roi en fait, le roi de la crypto, c'est Bitcoin. Parce que c'est le premier et ce sera probablement le dernier. On a vu beaucoup donc les altcoins, alt pour alternatives, finalement des coins alternatifs. Il y en a beaucoup qui ont été créés et qui ont disparu en fait, ou qui aujourd'hui il se passe plus grand chose dessus. Donc acheter du Bitcoin, c'est plus sécuritaire en ce sens-là que si on revient dans 10 ans, il y a beaucoup plus de chances que lui soit encore là qu'une autre altcoin par exemple. Donc ça c'est la première chose. Alors comment on fait pour acheter de la crypto? Eh ben, il faut passer par ce qu'on appelle un exchange. De la même façon, si aujourd'hui tu veux acheter une action, tu vas pas directement, à Cupertino chez Apple et t'achètes directement tes actions. Je me verrais bien parler à Tim comme ça là. Au comptoir, à Tim directos, tu mets ta CB et puis il te lâche des actions. Non, ça marche pas comme ça. Donc tu dois passer par ce qu'on appelle un courtier. Donc le courtier, finalement, lui va permettre de faire ce lien entre les particuliers qui veulent investir et le marché des actions. Là, pour la crypto, on appelle ça un exchange. Donc un exchange, c'est la même chose, c'est un courtier finalement qui va te permettre d'acheter ta crypto. Donc imaginez un grand marché, j'aime bien l'expliquer comme ça. Quand on rentre dans un marché, si vous voulez acheter quelque chose, en fait, il y a des gens qui veulent acheter et il y a des gens qui veulent vendre. En fait. Et plus sur un marché on va avoir d'acheteurs et de vendeurs, et plus il y a de chances que vous puissiez exécuter votre ordre, ça veut dire acheter la crypto à un prix qui soit cohérent
et un prix qui soit bon. Et de la même façon, le jour où vous voulez vendre cette crypto parce que vous voulez récupérer donc de l'euro ou du dollar canadien ou peu importe, parce que dans la vie de tous les jours, on s'entend que tout le monde n'accepte pas encore Bitcoin. À un moment donné, c'est important aussi de savoir comment on va pouvoir sortir de ça au moment où on en aura besoin. Ça va être important aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc c'est pour ça qu'on va toujours privilégier des exchanges qui offrent une belle liquidité. Et donc, c'est des exchanges qui sont réputés, renommés, qui ont montré qu'ils sont là depuis déjà un certain temps. Alors, Est-ce même que si tu peux en citer l'industrie de la crypto... quelques-uns Ouais. Ou pas Oui, je peux citer, je pense que les plus connus, ça va être Binance, par exemple. Il va y avoir Coinbase, il va y avoir Crypto.com, il va y avoir Kraken. Donc ça, c'est vraiment les gros exchanges. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il faut savoir que quand on commence après à s'intéresser plus aux altcoins, vous avez plein de projets et c'est encore le Far West. Il faut bien vous dire qu'il y a énormément de projets qui sont des scams ou qui sont des projets vraiment sans grand intérêt. Les exchanges renommés souvent vont être plus select en fait sur les coins qui vont lister, donc sur les cryptos que vous pourrez acheter auprès d'eux. Mais donc du coup, il y a des exchanges qui eux, à l'inverse, vont leur différenciation, ça va être de lister très vite tous les projets et puis après, c'est à vous de faire votre due diligence et à vos risques et périls entre guillemets. Mais donc déjà, il y a un premier filtre quand on achète sur des gros exchanges, c'est qu'on sait que il va y avoir déjà un certain nombre de projets qui ont été filtrés. Alors attention, il y a quand même malgré tout des projets il y a plein de risques inhérents à l'investissement en crypto-monnaie. Donc c'est on pas reviendra ça plus tard. On va y revenir juste après. On va y revenir. C'est pas un filtre ultime, mais voilà, c'est déjà un premier tri. Et donc là, j'ai mentionné. Du coup, là, moi, j'ai un peu d'argent à investir. Là, il faut que je fasse quoi exactement? Tu me conseillerais plutôt quoi? Binance, Kraken, Coinbase? Qu'est-ce qui va être le moins cher? Où c'est que je peux aller? Est-ce que tu as peut-être même une application haute, peut-être un petit peu différente, qui pourrait me permettre d'économiser un peu d'argent? Est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu conseilles normalement à quelqu'un? De façon générale, je recommande d'acheter sur des exchanges centralisés. Alors là, il y a la notion aussi, on va quand même le mentionner. Donc, il y a des exchanges centralisés et des exchanges décentralisés parce qu'on est dans le monde de la crypto-monnaie et donc de la décentralisation. Vous entendrez certainement SEX ou DEX. Ok. Voilà. SEX avec un C-E-X. On est bien d'accord. Et DEX. Pas dire ce que j'ai pas dit. Et DEX pour décentralisé. Exchange. Voilà. Alors, dans les DEX, donc toi plutôt dans les centralisé. Voilà, les DEX, je vais mettre de côté. C'est un peu plus complexe. Il y a un layer. On fera une autre vidéo là-dessus. On fera une autre vidéo là-dessus. Un peu plus technique. Ça sera un autre tuto. Au niveau réglementation, il y a encore plein de choses qui sont à poser. Exchange centralisé, c'est beaucoup plus facile et généralement les frais sont vraiment très très bas. C'est comme ça qu'ils essayent d'être compétitifs. Alors il y a une particularité, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot réglementation. Il faut savoir que dans tous les pays, on n'est pas au même niveau de réglementation. Et même, je dirais, au niveau international, l'Europe, les États-Unis, le Canada, tous ces pays essayent de finalement se positionner là-dessus et d'avoir une espèce d'entente, mais en même temps, chaque pays fait comme il veut. Et il faut savoir que il y a des exchanges qui sont interdits dans certains pays. Par exemple, moi en ce moment je vis au Canada et il y a énormément d'exchanges qui ont été interdits, donc notamment Binance que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a Kraken aussi qui a été interdit. Donc aujourd'hui, tu vois, donc si au Canada, tu fais comment là? Tu fais quoi? Et ça va être d'utiliser par exemple Coinbase. Coinbase lui est un des gros exchanges qui est encore disponible, donc ça va être ça. Après tu as des petits exchanges mais qui sont quand même fiables. Donc il y a notamment Newton, il va y avoir aussi ShakePay qui sont connus. Alors eux ça va être vraiment pour acheter du Bitcoin, tu vas pas avoir une infinité de crypto disponibles, mais si c'est vraiment juste pour acheter du Bitcoin, tu peux utiliser ces exchanges là et ils sont validés au Canada, c'est réglementé donc il y a pas de problème. Si tu es en France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont en France, tu peux encore acheter sans problème sur Binance ou d'autres. On a utilisé nous à une certaine époque Bitstamp. Bitstamp, ouais. Et moi là actuellement, si je devais proposer à quelqu'un, un débutant, je dirais Swissborg. Parce que ça reste quand même super intéressant dans le sens déjà où ils sont en Suisse, donc ça c'est cool parce qu'ils ont déjà réglementé. Ils ont déjà réglementé. C'est fun, c'est assez simple. Je pense que c'est celui qui est le plus facile en termes d'onboarding, même si Binance a réussi à adapter avec un Binance Lite. Je trouve que Swissborg reste quand même le plus compétitif dans le sens où en fait lui il va aller chercher le meilleur prix sur les différents exchanges. Donc en fait ça vous permet d'avoir des frais qui sont
transparent, pas forcément faible, hein, parce que ça coûte quand même de l'argent pour pouvoir rentrer sur le marché des cryptos. Mais par contre, transparent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait la différence entre investir 100 balles sur Binance ou 100 balles sur Swissborg, à la fin, j'ai beaucoup plus de Bitcoin sur Swissborg que sur Binance. Voilà. Ah, intéressant. Ouais. À la fin, tu as un peu plus d'argent. Je l'ai utilisé à un moment, Swissborg, là je l'utilise moins, mais tu parles quand même des frais, je pense que c'est important. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu à une certaine époque où on faisait du trading tous les deux. Les frais que vous payez peuvent faire la différence sur votre performance, on le sait même, c'est pour ça que les ETF sont autant à la mode. Donc les ETF, c'est on va dire des véhicules d'investissement qui sont pilotés de façon très automatique. Donc en fait, les frais de gestion sont très faibles par rapport à si vous faisiez faire ça par des humains, un bureau, un hedge fund, peu importe. Donc ça permet d'augmenter énormément la performance. La crypto, aujourd'hui, je pense que c'est un des investissements qui offre les frais les plus bas. Parce que justement, c'est vraiment sur ce concept de nouvelles technologies automatisées. Alors, je ne veux pas rentrer dans la complexité, mais avec les smart contracts, etc., il y a énormément de choses qu'on peut automatiser. Et donc, du coup, les frais sont très bas. Malgré tout, souvent, en fait, j'ai l'impression que quand on va vers un exchange qui est plus user-friendly, ils savent qu'ils s'adressent à des gens qui ont moins de compétences, donc ils vont un peu se régaler sur les frais. Donc voilà, à voir si c'est pour acheter une fois par an un peu de Bitcoin, en fait on s'en fout un peu, mais si vous devenez plus, on va dire plus actif et que vous souhaitez acheter plus souvent, là ça vaut quand même vraiment la peine de vous poser la question, quels sont les frais sur chaque exchange et lequel je veux privilégier par rapport à ça. C'est ça, parce que moi, par exemple, ce que je recommanderais d'un débutant venait me dire, je veux commencer à investir en crypto, je dirais déjà, commence à faire ce qu'on appelle un DCA, un dollar cost average. Et donc, forcément, ça veut dire que tu vas avoir plus de transactions que juste une transaction. Tu vas pas juste mettre 1000 euros sur Bitcoin, tu vas pas rentrer en one shot, tu vas plutôt rentrer en, 6 fois, 10 fois en fonction du montant que tu as. Et donc dans ce cas-là, en effet, il faut peut-être réfléchir quand même au pourcentage de frais. En effet, tu as tout à fait raison. Coinbase, par exemple, lui, en fait, va faire des frais un peu plus importants parce que Coinbase, lui, est régulé et détient de la crypto-monnaie à titre personnel. Et c'est pour ça qu'il y a une petite différence entre en fait broker et exchange, c'est qu'en fait l'exchange c'est l'argent des utilisateurs. En fait, Binance ne détient pas, c'est pas une banque, elle n'a pas une certification de banque bancaire. Donc ça c'est la petite différence et c'est pour ça qu'il y a des frais qui sont différents. Coinbase par exemple va prendre beaucoup plus de frais si vous achetez du Bitcoin chez eux que sur Binance. Et après, Swissborg réussit, lui, de son côté, en faisant l'agrégateur en fait des différents exchanges, à trouver des prix encore plus intéressants. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, mais là on commence aussi à devenir un peu plus complexe, c'est Mon Pèlerin. Mon Pèlerin, qui est une banque suisse, qui permet aussi d'aller chercher des frais très 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 faibles. Et surtout, on peut rester dans l'anonymat avec normalement un montant qui est limité mais qui est quand même déjà pas mal, quelque chose comme 100 ou $200. C'est une toute autre vidéo, la notion de KYC et d'anonymat. Voilà. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on vous invite à nous laisser des commentaires pour nous encourager à faire cette vidéo-là. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé qui va être important, c'est comment on passe finalement des fiat à la crypto. Oui, voilà. Alors, les exchanges, justement, nous, comme vous l'avez compris maintenant, font ce pont-là, mais il y a quelque chose maintenant qui existe depuis plusieurs années, mais ça n'existait pas au tout début, c'est les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est vraiment un game changer parce qu'en fait, c'est que vous rentrez, imaginez que vous passez un peu, tu prenais l'analogie tout à l'heure de Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu ça, tu vois. Imagine que tu as donc des dollars américains, tu les passes dans le monde de la crypto-monnaie, ça devient du coup des USDT ou des USDC, donc qui sont des stablecoins, qui sont donc indexés sur la valeur du dollar. Donc un USDT par exemple est égal à un USD dans la vraie vie et donc ils vont être, on utilise le mot peg, ils sont peggés, ça veut dire qu'ils vont vraiment être indexés l'un sur l'autre. D'accord ? Yes. Alors après, c'est encore un nouveau risque. Il faut investir dans des stablecoins qui ont prouvé leur force et leur résilience sur les aléas du marché parce que forcément le contexte, on va dire réglementaire qui est encore
pas complètement posé fait que des fois il y a des stablecoins qui vont un peu bouger et ça peut être aussi d'être sur différents stablecoins pour répartir le risque. Mais globalement, si vous êtes sur du USDT ou USDC pour nommer les principaux, donc la compagnie Tether qui va émettre l'USDT et la compagnie Circle qui va émettre l'USDC vont donc vous permettre après ces stablecoins là d'acheter n'importe quelle crypto. Et en fait, c'est un peu comme dans le Forex. Donc le Forex, c'est le marché des devises. On va toujours acheter sur une paire en fait de devises. Donc si vous avez par exemple de l'euro USD, pour l'expliquer simplement, vous vendez des euros pour acheter de l'USD ou l'inverse. Donc c'est la même chose avec la crypto. Vous allez avoir des paires, par exemple Bitcoin USDT, Ethereum USDT. Et donc à ce moment-là, vous échangez vos USDT pour la contrepartie, donc Bitcoin ou Ethereum ou autre crypto. Et quand vous revendez, vous faites le chemin inverse. Et après vos stablecoins, vous pouvez ou rester en crypto, parce que selon les pays, là encore, au Canada, c'est pas le cas, mais en France, par exemple, tant que vous êtes sur du stable, vous n'êtes pas imposable. Donc vous pouvez faire vos investissements tranquillement, faire fructifier votre épargne. Et puis le jour où vous sortez cet argent, là, vous repassez en fiat, donc vous repassez en euros. Et à ce moment-là, vous devez faire vos impôts et payer la juste part. Mais voilà, donc c'est à ça que servent les stablecoins. Ça permet de sortir un peu de la volatilité de la crypto, mais tout en restant quand même dans le monde de la crypto pour pouvoir ensuite faire des retours à la vraie vie, quoi. Ouais, super intéressant ce que tu viens de dire. Donc là, si je fais un petit résumé de tout ce qui a été dit, l'idée c'est donc je vais sur l'exchange qui me plaît le plus, qui me semble le plus facile à utiliser. Potentiellement, et qui est autorisé dans mon pays. J'utilise potentiellement un investissement qui va pas être fait en une seule fois. Je vais peut-être d'ailleurs utiliser des plateformes qui me permettent, typiquement, je sais que Binance ou Swissborg le permettent, de faire un dollar cost average de manière automatique. J'ai rien besoin de faire, j'ai juste à programmer finalement l'achat directement sur l'exchange. Et potentiellement, durant la vie en fait de mon investissement, je vais potentiellement avoir à prendre mes gains, et le plus simple actuellement, ça serait de passer par ce que tu viens d'expliquer, des stablecoins, pour finalement revenir sur du dollar, mais qui est un dollar un peu particulier. C'est un dollar backé crypto, voilà, backé par une entreprise privée. Ok, exact. Ça marche. Donc jusque-là, je fais le lien. Donc j'ai acheté mes cryptos. Est-ce que, selon toi, je les laisse sur la plateforme? Qu'est-ce que je fais? Comment on sécurise finalement ces cryptos? C'est quoi qu'il faut que je fasse? Alors, très bonne question. Une fois qu'on a acheté sur les exchanges, moi, ce que je recommande, c'est de sécuriser votre crypto-monnaie. Alors, il faut quand même dire que quand on laisse notre argent sur les exchanges, ça présente certains avantages. Notamment, c'est très facile. Vous êtes déjà en place. Il faut faire des transactions rapides, acheter, vendre ou stacker, qui va être intéressant. Alors, la notion de stacking, c'est des services que les exchanges proposent. Quand eux, ils ont besoin d'avoir une certaine liquidité sur des coins, vous allez avoir la possibilité, par exemple, je vais dire n'importe quoi, même du stablecoin. Il faut savoir qu'on peut stacker du stablecoin. Vous pouvez avoir vos USDT et vous les bloquer. Donc il y a différents stacking, il va y en avoir des plus ou moins flexibles, mais je vais prendre un exemple aléatoire. On va les bloquer par exemple pour 3 mois. Et pendant 3 mois, ils vont générer finalement un intérêt. D'accord? Donc c'est l'exchange qui va vous rémunérer par un intérêt. Donc c'est intéressant parce que si vous dites par exemple, moi je veux détenir du Bitcoin, j'en achète et puis je le vendrai dans 10 ans, ça peut être intéressant de dire mon Bitcoin, je vais le faire fructifier pendant ce temps-là. Donc non seulement mon Bitcoin, je fais le pari qu'il va s'apprécier dans le temps, mais en plus il va générer des Satoshi et je vais pouvoir aller chercher ces performances supplémentaires-là. Mais donc ça c'est une chose. Mais c'est quoi les risques du coup? Là c'est plus intéressant du coup de rester sur l'exchange, de ce que je comprends. Parce que je peux avoir un intérêt. Mais il y a peut-être un risque derrière. Il y a toujours, c'est comme tout dans la vie, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Donc le risque de ça, c'est que si jamais l'exchange justement est fermé dans le pays dans lequel vous vivez, il y a une réglementation d'un coup qui sort de nulle part, ou qu'il y a, et c'est le plus gros risque à mon avis, un hack, tout ça c'est sur Internet. Donc d'une certaine façon, il n'est pas exclu qu'il y ait des pirates informatiques qui vont aller récupérer des fonds d'un exchange, et à ce moment-là, c'est vos fonds à vous potentiellement, donc vous pouvez perdre vos investissements. Ça, c'est un vrai risque qu'il ne faut pas négliger. Il y a une phrase qu'on dit souvent en crypto. Voilà. Alors la notion, on va quand même expliquer c'est quoi, mais je vois ce que tu veux dire. C'est not your keys,
Not Your Crypto. Donc, c'est quoi la notion de clé? En fait, c'est un concept cryptographique vraiment de base. En crypto, on va avoir ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. La clé publique, imaginez que c'est tout simplement votre boîte aux lettres. Les gens, par exemple, vos parents savent où vous habitez, ils peuvent vous envoyer une carte à Noël. Donc, ils vont utiliser votre adresse publique, de votre boîte aux lettres. Exactement. Ils vont pouvoir vous envoyer du courrier ou vous commander quelque chose sur Amazon et voilà, ils vont vous livrer un paquet chez vous. La clé privée, c'est une clé que, en théorie, et c'est l'objectif, que seul vous détenez. Donc, c'est vous qui pouvez rentrer chez vous ou ouvrir votre boîte aux lettres pour aller chercher votre courrier. Boîte aux lettres. On est d'accord. Voilà. Si vous donnez votre clé privée à quelqu'un d'autre, potentiellement, cette personne, elle peut aller chez vous et elle a accès à tout, quoi. C'est ça. Moi, si je connais ton adresse et que tu me donnes ta clé privée, je peux venir et ouvrir ta boîte aux lettres. Tu fais ce que tu veux. Et je peux récupérer tout ton courrier. Donc, si c'est qu'un courrier, c'est pas très grave. Voilà. Si c'est de l'argent, si c'est toute votre épargne, c'est plus compliqué. Donc, cette notion, elle est vraiment importante. Et quand vous avez finalement votre argent qui reste sur les exchanges, ce que vous faites, sans le savoir, des fois, on n'y pense même pas, mais on laisse notre clé privée à cet exchange. Donc, par exemple, Binance, Coinbase, etc. Parce que finalement, si vous dites, moi j'achète, je vends, toutes ces transactions-là, chaque fois, il faut signer la transaction sur la blockchain avec cette clé privée. Donc, comment eux, ils le font? Parce que vous leur avez donné la clé privée. Donc, l'idée, c'est de sortir ensuite votre crypto des exchanges et de la mettre sur ce qu'on appelle un wallet. Alors, le mot wallet, je le trouve un petit peu trompeur parce qu'on pense du coup, c'est comme un portefeuille, tu vois, ça parle à tout le monde. Et on se dit, c'est comme si à la banque, je retirais mes billets et je les mettais dans mon portefeuille. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que votre crypto, elle va pas aller vraiment dans votre portefeuille. La crypto, en fait, à tout moment, elle est dans la blockchain. Donc, imaginez qu'elle est dans l'espace, elle est flottante comme ça. Et votre crypto, elle reste tout le temps là. Donc, ce que vous récupérez, c'est la clé privée, comme on vient de dire juste avant. Donc, au lieu d'un wallet, moi, j'aime mieux un keychain, en fait. C'est plus un porte-clés qu'un wallet. Pour que vous compreniez mieux. Donc, vous prenez votre clé, vous la récupérez, vous la laissez pas dans les mains du concierge de l'exchange, vous le mettez à votre porte-clés, c'est votre clé à vous, il n'y a que vous qui l'avez. Donc, un wallet va vraiment permettre finalement de sécuriser votre crypto. Et alors, il y a plusieurs types de wallets. Vous avez ce qu'on appelle des hot wallets et des cold wallets. Donc, les hot wallets, ça va être par exemple une application sur votre téléphone. Donc, on va dire qu'au niveau sécurité, vous êtes un niveau au-dessus en termes de sécurité parce qu'effectivement, votre clé, elle ne reste pas dans un exchange, mais elle reste... Vous la détenez. Vous la détenez en plus. Mais par contre, elle est encore, entre guillemets, connectée à Internet. Et si jamais on a un hack sur ce hot wallet-là, on a le même problème. Donc le hot wallet, finalement, c'est intéressant parce qu'on va avoir, un peu comme je disais tout à l'heure, des possibilités de stacker son argent. Il va être disponible tout de suite sur le téléphone. Ça parle à tout le monde. On est habitué à avoir des applications. Par contre, attention, on a encore ce risque-là. Et après, la dernière étape, celle que moi je recommande, c'est ce qu'on appelle le cold wallet. Et donc le cold wallet, c'est tout simplement déconnecter complètement d'Internet et il n'y a que vous qui possédez cette clé-là et on ne peut pas vous la prendre. Ou alors il faut vraiment savoir que vous avez de la crypto et puis vous tabasser et vous demander tous vos mots de passe, quoi. Donc on est sur le dernier niveau. D'investir. Donc c'est pour ça que de toute façon en crypto, il faut pas le créer sur les toits que vous avez de la crypto. Restez tranquille, faites votre petit truc et voilà. Donc ça c'est important d'expliquer ces différences-là. Alors si je dois recommander un wallet, deux wallets, un wallet. Ok, je vais en recommander deux. Alors probablement ce que les gens entendent le plus, c'est Ledger. En plus, Ledger, donc déjà c'est une compagnie française, on va le souligner. Et en plus, Ledger, ça a été un des pionniers sur ce vecteur-là en fait, des wallets. Et ils ont repris un symbole finalement qui nous parle. C'est comme une clé USB. Alors maintenant, il y a différents wallets qui proposent, mais je trouve que c'était on va dire très intelligent de leur part de faire ça, parce que ça parlait aux gens et on imaginait qu'on mettait notre crypto dans la clé USB. Encore une fois, vous avez compris, c'est pas vos cryptos qui vont dans la clé USB, c'est seulement votre clé privée. Mais donc Ledger, je le recommande, ils sont là depuis longtemps. Il y a eu pas mal d'histoires, mais overall, on va dire qu'ils ont, en termes de sécurité, ils ont montré qu'ils étaient solides. Après, une autre compagnie que moi j'utilise, qui est plus récente, mais qui, je trouve, est intéressante, qui est un peu à mi-chemin finalement entre le cold wallet et le hot wallet, c'est Tangem. Alors d'ailleurs,
Je suis pas sponsorisé officiellement par eux, mais je mets un lien en description. Donc si ça vous intéresse, à ce moment-là, vous allez avoir un rabais sur l'achat de vos toilettes. Et puis nous, on reçoit, pour être totalement transparent avec vous, une petite commission. Donc Tangem, c'est une carte. Imaginez une carte de crédit. Donc là aussi, dans la symbolique, ils ont choisi un truc qui nous parle. Et en fait, donc c'est une application sur votre téléphone. Et par contre, la clé privée, elle se trouve enregistrée finalement dans la puce de la carte. Donc, elle n'est pas sur Internet. Si vous faites pirater l'application, on n'a rien du tout parce qu'on n'a pas la clé privée. Mais on peut quand même facilement consulter son portefeuille et puis faire toute l'interface depuis votre téléphone. Donc, c'est ce que je trouve génial. Donc, on a la sécurité du cold wallet, mais on a l'interface et l'user experience du hot wallet en gérant tout depuis son téléphone. Super. Génial. Alors après, une petite précision technique, mais en vrai, c'est pas si important pour l'instant. On va commencer par le début, mais je le mentionne quand même. La notion, en fait, de wallet, elle vient avec la notion de seed phrase. Donc en fait, un wallet, parce que les gens vont me dire des fois, mais si je perds mon wallet, du coup, est-ce que je perds ma crypto? Comment ça se passe? En fait, vous avez donc un seed phrase, c'est 12 mots ou 24 mots selon la sécurité qu'on choisit, qui sont complètement aléatoires, qu'il faut mémoriser ou écrire sur un bout de papier ou graver sur une plaque en métal. Il y a à peu près tout qui existe. Mais l'idée, c'est vraiment, il n'y a que vous qui devez connaître ces mots-là. Ça fait que si demain, vous perdez votre ledger, mais vous avez toujours ces mots-là, vous pouvez racheter un wallet de Ledger ou d'une autre compagnie d'ailleurs, vous reprogrammez ces mots-là finalement en démarrant votre wallet et vous allez récupérer toute votre crypto parce que comme je disais tout à l'heure, elle est toujours dans la blockchain, elle n'était pas dans le wallet que vous avez perdu et la clé privée finalement vous pouvez la recréer sur la base de ces 12 mots-là. Et l'application que je parlais tout à l'heure, Tangem, aujourd'hui ils offrent la possibilité, alors initialement il n'y avait pas de seed phrase et c'était un peu on va dire la différenciation qu'ils avaient fait en disant en même temps, ton seed phrase, c'est quand même un point de vulnérabilité parce que ton bout de papier, quelqu'un peut le trouver, ou toi, si tu le mémorises, tu peux avoir un problème de cerveau et l'oublier, j'en sais rien. Donc eux, ils disaient, par contre, t'as 3 cartes ou 2 cartes, tu choisissais, mais donc t'avais bien un backup parce qu'effectivement, si tu perds toutes tes cartes, là, pour le coup, c'est complètement perdu. Mais en ayant des backups que tu peux dissimuler à différents endroits, t'es tranquille et il n'y a pas le risque, justement, que tes mots-clés, toi, tu les révèles parce qu'il faut savoir que une des failles premières, c'est l'humain. Donc souvent, les gens qui ont perdu leur crypto, j'ai lu plein d'histoires comme ça. En fait, c'est des gens qui pensaient être approchés par la compagnie, le service à la clientèle, le support technique, qui leur demandait à un moment donné leurs 12 mots ou leurs 24 mots. Et les gens pensant discuter avec Ledger officiellement, donnent ces mots-là. Et puis, bam, ils se font vider complètement leur portefeuille. Donc, c'est quand même un risque. Ouais. Ces mots-clés-là, vous devez jamais les donner à personne. Tangem, eux, ils ont dit, on va carrément pas vous les donner. Nous, on les a pas non plus. Personne les a. Et c'est peut-être le moyen le plus facile pour sécuriser tout ça. Mais sachant qu'énormément de gens le demandaient quand même, aujourd'hui, ils offrent la possibilité. Donc, quand vous achetez, vous pouvez choisir, oui, je veux le modèle avec un seed phrase ou comme moi, le modèle pour lequel j'ai opté, je n'ai pas de seed phrase, je le connais pas, j'ai pas eu besoin de le mémoriser. Par contre, il faut pas que je perde mes cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas perdre sa carte. Faut faire attention à ce niveau-là. Ok, d'accord. Donc là, si je refais le résumé, on a compris ce que c'était que Bitcoin et on a compris qu'il faut s'y intéresser. On a compris comment acheter ses premiers euros avec un exchange. On a compris qu'après, on pouvait sécuriser sa crypto-monnaie directement sur ce qu'on appelle un cold wallet. C'est plutôt préférable un cold wallet plutôt qu'un hot wallet. Et ensuite, finalement, qu'est-ce que je fais derrière c'est bien, j'ai acheté mes premiers euros en crypto, mes premières cryptos, je veux dire. Qu'est-ce que je fais après c'est quoi qui s'en va, quoi? C'est quoi l'objectif derrière d'avoir acheté de la crypto? Qu'est-ce que t'as un plan, t'as une idée de ce que la crypto va devenir dans les X prochaines années? Ok. Alors, il y a plein de choses. La première chose, effectivement, là, si on parle d'un point de vue investissement, c'est comme quand après vous achetez des actions. De la même façon, vous allez laisser votre portefeuille. Il faut s'asseoir sur ses mains. C'est à peu près la seule chose que vous avez à faire. Laissez les choses se faire. Donc, quand on parle de crypto, souvent on pense à la volatilité extrême de ce marché-là. On a tous lu un blog, un tweet ou entendu quelqu'un qui avait fait des millions du jour au lendemain en achetant ce qu'on appelle un shitcoin, une petite crypto comme ça.
Donc, peut-être un des risques, c'est que les gens achètent la crypto et soient trop pressés et attendent, et regardent ça tous les jours et attendent que voilà, ils deviennent millionnaires du jour au lendemain. Ça se passe pas comme ça. Donc, quand vous achetez votre crypto, il faut vraiment que vous ayez tout de suite un plan dans votre tête où vous soyez honnête avec vous-même et vous dites, OK, j'investis pour tant d'années en fait, ou tant de mois, peu importe, choisissez votre horizon de temps, mais tenez-vous-y. Ok. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, la crypto, si on rentre un petit peu dans le truc, on va avoir la notion de cycle. Donc la notion de cycle, ça veut dire que comme tous les actifs, hein, on va avoir des marchés haussiers, donc tout monte, et vous avez des marchés baissiers où tout descend, hein, c'est le cas dans notre économie. Et la crypto, c'est la même chose. La crypto va avoir sa propre cyclicité, même si, bien sûr, elle n'est pas imperméable à ce qui se passe dans le monde, bien au contraire. Mais vous pouvez donc du coup essayer de décider de vous former et de timer un petit peu mieux vos investissements pour aller chercher un peu plus de plus-value. Donc acheter plutôt dans ce qu'on appelle le bear market, donc le marché baissier, là où tout est bas, les bonnes cryptos, et après on viendra sur comment rester informé, tout ça. Et ensuite, quand le marché commence à bien décoller, on prend des profits tranquillement. Et puis quand on pense qu'on est arrivé sur un excès de marché, eh bien là on ressort notre crypto, on revient complètement en stablecoin ou en fiat si vous avez besoin de cet argent. Et puis on laisse le truc redégonfler pour réinvestir plus tard. Et c'est un genre de cycle qui se passe comme ça. Ok. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a acheté sa crypto et qu'elle est sécurisée? Maintenant vous avez du skin in the game, donc vous avez plus envie, en tout cas, de vous y intéresser. Donc moi, c'est ce que je recommande, c'est tout simplement de poursuivre son parcours, hein, son aventure dans la crypto-monnaie en s'informant sur tout ce qui se passe. Alors pour ça, il y a pas mal de livres qui existent, qu'on peut lire pour comme tout à l'heure, j'en ai mentionné 2, donc de bien creuser le sujet, de bien comprendre. Après, il va y avoir bien sûr YouTube. Alors vous allez avoir plein de chaînes, on peut en recommander quelques-unes. Vous avez des outils, des applications qui existent pour suivre le cours des crypto-monnaies. Donc ça aussi, on peut faire quelques recommandations. Et ça va vous permettre de tout simplement de monitorer, de surveiller un petit peu vos investissements. Ok. Vas-y, donne-moi 2 chaînes que tu suis pour les nouveautés sur la crypto-monnaie. Puis moi, je t'en donnerai 2 de mon côté. Ok, moi au niveau de la crypto, j'aime bien. Alors il y a Asher, je pense que c'est un classique dans le monde francophone. Donc Asher, c'est une chaîne aujourd'hui parce qu'elle a pris de l'ampleur. On est plutôt sur la vulgarisation technique de crypto. Donc quand il y a des nouveaux projets, il en parle souvent. Il a des capsules sur l'actualité. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément contribué positivement à tout l'écosystème de la crypto-monnaie dans le monde de la francophonie. Donc la chaîne de Asher, je recommande fortement. Après, j'aime beaucoup moi les interviews aussi sur Crypto Grand Angle. Donc Grand Angle, c'est une chaîne YouTube là aussi. Alors ils ont traité plein de sujets, notamment l'entrepreneuriat, l'économie traditionnelle, et ils ont vraiment une chaîne dédiée à la crypto. Donc là, je recommande fortement aussi parce que ça permet de découvrir un petit peu des personnes justement qui évoluent dans cette industrie-là. Et c'est des longues discussions là, mais c'est super intéressant. Et puis après, j'ai envie de recommander notre chaîne aussi qu'on est en train de construire. C'est ce que j'allais dire. C'était dans une de tes chaînes. Vas-y, alors je te laisse. C'était dans une de mes chaînes. Je te laisse faire le pitch. Allez, pour aller un peu plus loin du coup sur des notions de crypto peut-être un peu plus complexes, je dirais qu'il y a la chaîne des cosmonautes qui est intéressante, qui va beaucoup plus parler sur l'univers Cosmos, mais aussi des autres blockchains. Et ça, c'est une chaîne qui quand même demande à avoir taffé un peu avant pour capter tout ce qu'ils disent. Je trouve qu'ils gagneraient encore à vulgariser leurs propos, mais chaîne quand même très pertinente. Et puis toujours mon chouchou, je vais quand même dire Pro Indicator, qui a du sens avec Phil, qui va donner pas mal d'informations, en tout cas des thèses d'investissement sur la crypto, qui peuvent être à écouter, à mettre de côté dans sa réflexion de son investissement. Et puis bien sûr, j'allais le dire, bien sûr, écouter Crypto Talk de Julien avec ses interviews, ou encore ses crypto hebdomadaires où tu parles un petit peu de l'évolution des cours des marchés chaque semaine. Je pense que c'est une bonne manière aussi de se tenir informé.
Oui, et puis globalement, on centralise tout donc sur cette chaîne. Vous avez vu, il y a pas mal d'émissions du coup sur la chaîne. Donc tu l'as mentionné, Crypto Hebdo. Il y a le 20X Challenge aussi que je fais avec Flo et Balado 3.0 qui à la base était un projet de podcast qu'on a décidé de rapatrier sur la chaîne de façon vidéo. Donc vous vous rendez compte que la chaîne tranquillement pas vite, elle grossit. L'idée c'est de vous proposer plein de contenu pour que ça parle à tout le monde, autant les personnes qui sont un peu plus dans le concept de trading et qui veulent être plus actifs sur les marchés que pour ceux qui veulent comprendre at large c'est quoi Bitcoin, c'est quoi les enjeux de l'industrie, tout ça. Donc tout est centralisé sur cette chaîne-là. D'ailleurs, on pense changer le nom bientôt pour refléter un peu plus ce que ça devient. Ce n'est plus seulement ma chaîne personnelle, mais c'est vraiment notre chaîne, donc au frère Cadella, Christian que vous avez sûrement déjà aperçu dans Balado, François et moi-même que vous connaissez probablement déjà de par les autres émissions. Donc voilà pour les chaînes YouTube. Donc on vous invite à vous abonner, à nous laisser des commentaires aussi, ça va aider l'algorithme. Et puis donnez-nous des idées de vidéos. On est toujours preneur de. On est parti sur ce format-là, qui est un format qu'on voulait un peu différent des tutos classiques où on vous partage un écran et puis vous regardez finalement la personne vous parler pendant juste 5 minutes sur le sujet. Je pense que là, on essaie de rentrer un peu plus deep. Voilà, ça fait déjà 50 minutes qu'on tourne. L'idée est vraiment de répondre aux questions d'un débutant. Et on pourrait imaginer ce format-là sur la DeFi, sur d'autres sujets, et puis même après élargir, partir sur peut-être d'autres types d'investissements comme la bourse, comme l'immobilier, etc. Oui, tu fais bien le mentionner aussi, c'est des sujets qu'on abordera. Là, on parle crypto parce qu'on est dans le bull run, mais éventuellement, on voudra parler, et c'était déjà l'ambition, on va dire, du podcast, de Balado, de parler d'IMO, de parler de business, etc., etc. Donc, globalement, on parle de finance et de comment nous, en fait, l'idée, c'est qu'on documente notre parcours vers la liberté financière, la fameuse que tout le monde espère atteindre un jour. Donc, en fait, on s'est dit, quitte à le faire, pourquoi pas le documenter? Parce que souvent, on voit des gens qui ont déjà réussi, qui sont déjà millionnaires et qui nous disent comment ils ont fait, c'est très bien, mais je pense que ça peut être encore plus intéressant de voir des gens qui ne sont pas millionnaires, parce qu'on n'est pas millionnaire, mais qui ont cette ambition, qui mettent en place des stratégies, qui mettent en place des choses, qui expérimentent énormément, et du coup vous profitez de notre feedback. Donc voilà, vous pouvez rejoindre cette communauté si cette mission vous parle, et on fera un petit appel à l'action peut-être tout à l'heure par rapport à ça. Alors il y a une question que tu m'as posée tout à l'heure que j'ai pas répondu, c'est par rapport à l'industrie, où est-ce que je vois ça? C'est sûr qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on est encore au début de cette industrie-là. Si on parle crypto-monnaie, blockchain en général, on le voit déjà au niveau réglementaire, comme je disais tout à l'heure, on est encore qu'au balbutiement ou presque du truc. Alors c'est sûr qu'au niveau du cycle d'adoption, aujourd'hui, je pense qu'à peu près tout le monde a entendu parler de Bitcoin, donc on n'est plus au tout début non plus, mais en même temps, vous n'êtes pas rendu à pouvoir dépenser votre crypto comme vous voulez. Il y a plein de banques encore qui refusent la crypto, qui peuvent bloquer vos comptes. Vous avez des pays qui l'interdisent, donc on n'est pas non plus rendu comme mettons Internet aujourd'hui où tout le monde l'utilise et puis il y a plein d'industries et de projets qui se sont créés dessus. Alors, j'ai vu un chiffre dernièrement, je ne sais pas s'il est à jour, mais je voyais qu'en termes d'utilisateurs, pour vous donner une idée, le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur Bitcoin aujourd'hui, c'est le même nombre d'utilisateurs qu'on avait sur Internet en 1997. Donc ça vous donne une idée, on est encore quand même, on n'est même pas, on est avant la bulle Internet en fait, donc on est encore assez tôt pour se positionner. Et donc du coup, je pense qu'en crypto, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez deux possibilités en fait. Ou vous pouvez vraiment vous impliquer dans cette industrie-là en devenant développeur, en devenant, j'en sais rien moi, il y a plein d'entreprises qui sont en train de se créer. Donc vous pouvez rejoindre ces entreprises-là et vraiment travailler finalement dans l'industrie de la blockchain. Ou vous pouvez, et peut-être les deux aussi c'est possible, investir tout simplement dans la crypto-monnaie. Donc nous personnellement, on fait les deux. Donc on investit à titre personnel et puis ensuite c'est vraiment devenu une passion, un sujet vraiment d'intérêt. Et donc du coup on a décidé de faire cette chaîne-là. Donc d'une certaine façon on travaille aussi un peu là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est une industrie d'avenir, clairement. Il y a plein de possibilités et on voit qu'aujourd'hui le monde dans lequel on vit, tout va si vite. On a l'intelligence artificielle qui a débarqué il y a même pas un an, ChatGPT, puis on voit où on est rendu aujourd'hui. Donc le monde est en transformation et je pense que si aujourd'hui vous vous intéressez à ça et vous vous adaptez à ces nouveaux paradigmes-là d'économie, d'industrie, vous donnez à vous-même un léger avantage pour potentiellement avoir une meilleure épargne dans le futur, atteindre votre liberté financière plus vite et puis aussi découvrir un truc qui, à mon avis, va pas mal vous intéresser. Ok.
Encore une question du coup, est-ce que tu pourrais nous donner juste 2 outils pour monitorer un petit peu tes investissements en crypto? Comment tu fais? Tu vas sur la plateforme de l'exchange, t'as un outil spécifique pour suivre le cours des cryptos, quelque chose comme ça? Carrément, ouais. Alors moi, il y a 2 outils que j'utilise quotidiennement. Le premier, ça va être CoinMarketCap. Donc Ok. CoinMarketCap, c'est un site web qui va recenser toutes les crypto-monnaies. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand vous cliquez sur une crypto, vous allez avoir l'information, on va dire, de base. C'est quoi ce projet-là, qui l'a créé, etc. Ensuite, vous avez les liens officiels, parce qu'il faut faire attention justement aux liens. Donc là, au moins, vous êtes sûr d'avoir les vrais liens pour aller sur le site web. Tout à l'heure, tu as parlé du white paper, donc le white paper de Bitcoin, mais il faut savoir que tous les projets ont un white paper. Donc c'est tout simplement, on va dire, un peu comment je dirais, la raison d'être de ce projet-là, qui est écrit noir sur blanc initialement quand on lance un projet. Voilà le white paper, voilà l'engagement, voilà la mission de ce projet-là. Donc on peut les consulter. Vous allez avoir après plein d'informations plutôt côté réseaux sociaux. Donc vous allez avoir par exemple le nombre de personnes qui vont le suivre sur Twitter, le nombre de personnes qui suivent ce projet-là, donc ce qu'on appelle une watchlist. C'est que dès que vous voyez un projet qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à votre watchlist. Donc une liste de surveillance, pour le dire en français, qui vous permet comme ça facilement de regarder, parce qu'il y a tellement de projets que c'est un bel outil pour pouvoir rapidement passer sur ce qui vous intéresse. Vous pouvez voir à chaque fois qu'un projet est ajouté sur une watchlist, donc ça vous donne quand même une idée de s'il y a de l'intérêt ou pas. Et vous avez maintenant plein d'indicateurs aussi, notamment sur les sentiments du marché. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans un marché qui a peur, plutôt dans un marché qui est greedy, et donc tout ça. Alors après, on rentrera peut-être, je ne sais pas si tu as prévu une parenthèse sur l'aspect technique, analyse technique et tout ça. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Et une alternative à CoinMarketCap, c'est CoinGecko aussi, qui est très utilisé. D'ailleurs, certaines fois, des projets sont listés sur CoinGecko avant d'être listés sur CoinMarketCap. Il faut savoir quand même que les projets doivent payer pour figurer sur ces listes-là. Donc, c'est quand même important de garder cette information en tête. Mais voilà, globalement, vous avez donc la capitalisation de chaque projet, accès à toutes les informations de due diligence et quelques métriques pour vous donner une idée sur le sentiment du marché. Tu as un deuxième outil ou tu utilises principalement que CoinMarketCap? Et le deuxième outil qui est en partie intégré d'ailleurs sur CoinMarketCap, c'est TradingView. Donc TradingView, c'est une plateforme de charts, de graphiques, qui s'est développé énormément avec les années, là, notamment avec l'essor de la crypto. Ils étaient déjà présents avant pour le forex, pour les actions. Donc c'est vraiment un outil pour afficher donc des graphiques d'un actif quelconque. Mais ils ont toute une partie donc par rapport à la crypto-monnaie, et c'est l'outil numéro 1, je pense, utilisé par tout le monde. Donc ça permet de suivre le cours du Bitcoin ou de toutes les crypto-monnaies que vous pouvez avoir en portefeuille. Vous avez donc des indicateurs. Alors là, on rentre un peu dans l'analyse technique. Okay. Mais moi, je vais te poser une question. Je vais te poser la question là-dessus. En gros, j'aimerais que tu me donnes Là, on a beaucoup parlé de faits. Au final, on a dit voilà, comment acheter ses premières cryptos, comment sécuriser, voilà, c'est des trucs très simples. Maintenant, j'aimerais partir plutôt sur un aspect subjectif de ta part. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu recommandes de faire quand on investit dans les cryptos? Quelle est la chose que tu recommandes de faire pour améliorer son investissement? Et qu'est-ce que tu recommandes de ne pas faire? Voilà. Simple. Okay. Tout en rappelant qu'on ne recommande rien du tout, on ne donne pas de conseils d'investissement. Oui, non, c'est pas un conseil d'investissement, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un mot qu'on utilise. Ouais. Non, mais t'as raison. Je vois ce que tu veux dire. Ce que moi j'aime bien faire, donc je vais parler pour moi. Voilà, c'est pour ça, c'est ta façon de faire. Ce que moi j'aime bien faire, c'est déjà de m'intéresser quand on commence. Donc au début, on a l'impression qu'il y a Bitcoin et puis tout un tas de projets, et c'est effectivement le cas. Mais ensuite, quand on commence à avancer et à mieux comprendre un petit peu toute cette économie-là, on découvre qu'il y a ce qu'on appelle des narratives. Alors, c'est un mot très à la mode. Donc, c'est quoi une narrative? C'est tout simplement une histoire que les gens se racontent, ou on va dire un grand thème de crypto. Donc, chaque crypto, parce que la blockchain, en fait, c'est une technologie qui est tellement transverse et disruptive, pour utiliser un autre mot à la mode,
que toutes les industries sont potentiellement impactées par ça. Donc si j'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, par exemple, il y a des cryptos qui vont toucher au thème de l'intelligence artificielle. On va avoir par exemple Dépine. Dépine, c'est quoi? C'est le partage de ressources. Donc ça, c'est un autre thème, et vous allez avoir plein de cryptos qui sont associés à ce thème-là. Vous allez avoir des cryptos de structure, donc qu'est-ce qui va structurer vraiment la blockchain. Donc là, après, on parle de ce qu'on appelle des layers, donc vous avez la couche 1, la couche 2, maintenant on parle de couche 3. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, on est encore très très tôt dans le process, il y a plein de choses qui sont en création, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il y a un tel potentiel aussi au niveau investisseur. C'est trop intéressant parce que vous pouvez comme ça miser sur la technologie que vous pensez la plus prometteuse, ou l'équipe qui va le construire le mieux, ou les projets qui ont l'air les plus à la mode aussi. Donc là, après, on rentre vraiment dans des considérations d'investisseurs. Mais donc, moi, j'aime bien identifier quelles sont les narratives qui sont les plus populaires. Et ensuite, au sein de ces narratives-là, je vais essayer d'identifier quels sont un peu les leaders finalement, quels sont les projets ou ce qu'on appelle les blue chips. Donc vraiment des projets qui sont solides, avec une équipe de gens qui sont dans l'industrie depuis un certain temps, qui ont fait leurs preuves, qui ont déjà conduit plein de projets qui ont fonctionné. Donc du coup, moi, ça va me donner la sécurité que je recherche en tant qu'investisseur pour me dire, OK, là, j'investis dans des projets intéressants. Et après, je vais vraiment surfer comme ça sur les narratives. Et après, je vais faire beaucoup d'analyse technique. Donc l'analyse technique qui va me permettre de timer mes entrées et mes sorties sur le marché. Ça, c'est ce que je fais et ce que j'essaie de privilégier dans ma stratégie. Ce que je déconseille, ou ce que je peux, ou ce que j'évite de faire pour moi-même, là encore, je fais attention aux mots que j'utilise, ça va être de rentrer sur tout et sur n'importe quoi, de vouloir à tout prix faire de la performance au dépit complètement du risque qu'on prend. En investissant sur des nouveaux meme coins, sur des listings de coins, en rentrant sur des exchanges obscurs. Comment ? Avec de l'effet de levier. Avec de l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, pour l'expliquer simplement, c'est que vous augmentez votre risque. Si vous prenez par exemple un effet de levier x2, c'est comme votre capital, d'un coup, il grossit. Vous avez 2 fois plus de capital, donc vous allez faire 2 fois plus de performance si ça va dans votre sens. Par contre, si ça va contre vous, vous faites 2 fois plus de pertes. Donc, par exemple, un retracement de 50%, x2, c'est 100%, donc vous avez tout perdu. Et là, je dis x2, c'est assez conservateur. Il y a des gens qui vont utiliser des effets de levier x5, x10, x100 sur des exchanges peu scrupuleux. Donc voilà, c'est des choses que là, par contre, je me méfie, et tous les gens que je connais franchement, je pense qu'on peut mettre en garde n'importe qui. Sans le droit de le faire. J'ai le droit de le faire. Je peux recommander là pour le coup. Ouais, je pense qu'on peut recommander de pas faire ça. Exactement. De pas faire ça. Donc voilà. Ça répond à ta question ? Ouais. Du coup, si je résume, en gros, c'est aller peut-être un peu plus loin que ce qu'on a dit au tout début. C'est commencer vraiment quand on a fait ses recherches, qu'on a creusé le sujet de la crypto, peut-être commencer à se diversifier de Bitcoin avec d'autres leaders des narratifs sur les crypto-monnaies, et éviter de partir en couille à trader tout et n'importe quoi et à vouloir devenir millionnaire du jour au lendemain avec la crypto, mais comprendre plutôt la technologie en elle-même, ce qu'elle peut nous apporter et ce qu'elle va finalement améliorer ou modifier en tout cas dans les années qui vont venir. Ouais. Ce qu'elle résout comme problème dans la vie de tous les jours. Ok, ça marche. Je pense que là, c'est assez clair. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose, un dernier point ? Au niveau trading, j'en parle parce que je pense que c'est quand même une étape nécessaire, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être encore une fois, j'aime bien la notion de léger avantage. En cumulant tous ces légers avantages, vous pouvez vous permettre une meilleure performance. Et comme je le rappelle, l'objectif, c'est la liberté financière. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez le même objectif que nous. Donc le trading, c'est clairement une compétence qu'il faut acquérir. Et en plus, ça va vous servir pas seulement en crypto, mais aussi dans la finance traditionnelle. Alors, si c'est pour l'aspect analyse technique, mais là encore, je le montre vraiment juste parce que des fois, les gens me demandent c'est quoi ta référence au niveau de l'analyse technique ? C'est ce livre-là, de John Murphy. Donc lui, vous voyez, c'est un méchant pavé, mais il parle de tout, tous les indicateurs, tout est là. En fait, c'est vraiment la Bible de référence. Il ne faut pas le lire comme ça. Il faut plus s'y référer quand vous avez des indicateurs qui vous intéressent. Moi, je l'ai quand même lu d'une traite parce que je voulais avoir
vision d'ensemble de tout ce qui existait. Et après, c'est de pas tout utiliser, mais c'est d'utiliser des indicateurs qui sont cohérents par rapport à votre stratégie, par rapport à votre personnalité. Par contre, il y a 2 livres que je recommande et je les ai mis là de côté sur l'aspect plutôt mindset et comment bien appréhender le trading. Donc le premier pour moi ça a été vraiment ça a été une révélation. C'est un livre de Mark Douglas. Donc je recommande cet auteur de façon générale, mais trader entré dans la zone. Vraiment pour moi c'est une référence. Donc il vous explique comment finalement, pour l'expliquer en quelques mots, penser comme un casino en fait. Arrêtez d'être le joueur dans le casino qui joue contre qui part avec un désavantage statistique et plutôt vous positionner comme un casino qui va avoir un avantage statistique et qui certes ne sait pas ce qu'il va gagner au prochain trade, mais qui sait que sur un grand nombre de trades, il va être capable d'aller chercher de la performance parce qu'il applique une stratégie qui a été vérifiée, backtestée, éprouvée et c'est vraiment l'objectif. Et un peu dans la même veine, j'ai découvert ce livre dernièrement, donc c'est une de mes dernières lectures. Donc de tu m'en avais parlé, Hoogard, j'espère que je le dis correctement. Donc le Best Loser Wins. Donc lui, c'est intéressant. Il a fait du reverse engineering d'une certaine façon. Il est parti du constat que la plupart des investisseurs perdent de l'argent. Je ne sais plus c'est quoi la stat. Ça dépend des exchanges, mais entre 70 et 90%. Sur les marchés en tout cas un peu spéculatifs et tout ce qui va être attrait à finalement un peu du casino pour l'investisseur. On retrouve des stats aux alentours de 80% des investisseurs sont perdants sur les marchés financiers. Voilà. C'est pour ça que souvent vous entendez de ne pas investir finalement sur des options ou sur des CFD, mais des termes un peu jargon spécifiques de la finance traditionnelle. Et d'ailleurs, la crypto souvent en fait partie quand les gens en parlent, mais d'investir sur du long terme, etc. Et je pense qu'on peut avoir cette vision long terme que les gens ont quand ils parlent de marché traditionnel, mais sur la crypto-monnaie. Et en tout cas, c'est tout notre propos sur notre chaîne. Exactement, et c'est vrai que c'est pas une statistique qui est réjouissante, et on se dit mais pourquoi alors il y a autant de gens qui le font ? C'est un peu comme finalement le loto. On sait tous qu'on a très peu de chances de gagner, pourtant il y a tellement de gens qui jouent régulièrement. En plus parce que l'appât du gain, on se dit un billet ça me coûte 5 balles, j'ai aucune idée, j'ai jamais acheté de billet de loto, mais pour gagner 20 millions ou 30 millions, tu vois, ça vaut peut-être la peine. Mais en fait, statistiquement, vous avez vraiment très très peu de chance. Alors que si vous vous éduquez, vous faites les choses correctement, dans l'investissement, vous pouvez aller chercher une statistique bien plus favorable en vérité, mais ça suppose donc que vous sortiez de ce que la masse fait, et c'est ce qu'il explique dans le livre. En fait, il part de mais pourquoi qu'est-ce que font les gens qui perdent de l'argent, et notamment il y a une statistique qui sort que j'ai trouvé intéressante parce qu'en fait, on s'imagine que s'il y a autant de gens qui perdent, ça veut dire que la plupart du temps, en fait, ils ont des trades qui sont perdants. Ils ont plus de trades perdants que de trades gagnants. Et en vérité, c'est pas ça. En vérité, la plupart des gens vont gagner plus souvent qu'ils perdent. Ça m'étonne pas. Tu dis merde, mais comment c'est possible alors ? Pourquoi ? C'est parce que leurs pertes vont être beaucoup plus importantes que leurs gains. Et donc là, il analyse vraiment comment le cerveau humain il fonctionne. Donc comment on est câblé à l'intérieur et qui fait que notre psychologie, elle sera pas la même quand on est sur une position gagnante que sur une position perdante. Et du coup, on va avoir des biais et on va avoir des comportements qui vont nous affecter et qui vont complètement détruire notre performance et même donc nous rendre perdants sur ces marchés-là. Donc j'adore ce livre parce que vraiment, il permet de replacer les choses et de développer des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements qui seront sanctionnés par des gains, on l'espère et on vous le souhaite, là-dessus, quoi. Donc voilà, petite recommandation. Donc moi, si je résume ce que tu viens de dire, de ce que je comprends avec la lecture et ce que tu me dis là sur le trading, sur l'analyse technique, sur l'idée de peut-être timer un peu ses positions d'entrée, c'est cette capacité en fait d'aller un peu plus loin pour l'investisseur classique, c'est de comprendre que il a la capacité de pouvoir investir avec des outils que potentiellement avant finalement le particulier n'avait pas, mais qu'il y avait que les professionnels qui pouvaient l'avoir, et que là avec les livres que tu as donnés et avec un petit peu de recherche sur internet, en fait il peut déjà améliorer son investissement et devenir beaucoup plus pro dans sa manière d'investir. Tout à fait. Et d'aller un peu plus loin. Mais c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation d'aller là-dedans. Je me trompe ?
Non, non, absolument, tu as raison. Ça, c'est vraiment pour la personne qui veut aller une étape plus loin, qui se dit, OK, oui, j'ai acheté du Bitcoin, mais je veux augmenter ma performance, je veux comprendre les marchés et puis peut-être même de coup, développer une compétence que vous allez pouvoir utiliser pour votre finance en général. Hein. Là, c'est tout ce que... En fait, ce qui est cool avec la crypto, c'est que tout se passe tellement vite que ça vous permet de gagner du temps en fait dans votre apprentissage. Tu vois je vais prendre un parallèle. Moi, je suis photographe et je travaille dans un magasin d'appareils photo. Et une chose que j'ai réalisée aussi en tant que formateur, c'est que depuis qu'on est dans le numérique, on apprend la photo beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'avant, tu shootais en argentique, donc tu prenais tes photos, tu prenais des notes sur tes réglages, puis quand tu développais ta photo une couple de jours ou de semaines plus tard, là, tu voyais que ta photo, tu l'avais ratée, tu te disais merde, j'avais shooté comment, c'est quoi mon réglage et tout ça. En numérique, c'est beaucoup plus rapide parce que vous prenez votre photo, faites play sur votre écran et vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. Et même maintenant avec les nouveaux appareils, la nouvelle technologie, vous voyez la photo avant même de l'avoir prise parce que vous avez des viseurs électroniques qui vous affichent la photo à quoi elle va ressembler. Et je reviens maintenant sur la crypto, mais vous allez comprendre quel exemple je voulais donner. C'est que si vous investissez dans la finance traditionnelle, ça peut être beaucoup plus long avant de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment vous avez fait de la performance. Et vous risquez de pas regarder les bonnes choses. Alors qu'en crypto, vu que tout va très vite, en fait c'est dans les deux sens. Donc quand vous faites des bons coups, c'est tout de suite validé par des gains. Et quand vous faites des mauvais coups, ça va être tout de suite aussi sanctionné par des pertes. Et en fait, ça vous permet vraiment de développer un muscle et des compétences qui vont vous servir après dans la finance traditionnelle. Mais donc, comme vous l'avez compris, sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment vous préparer à ça. Et je trouve que la crypto, c'est un bon terrain de jeu pour ça. Je sais pas si tu es d'accord avec... Ouais, moi je suis assez d'accord. Je trouve que... Alors après, ça à mettre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre dans un univers qui est très, très difficile à vivre. Il y a beaucoup de volatilité. On n'a pas forcément parlé de tous les risques, même si on en a donné quand même beaucoup là durant la vidéo. Mais une des choses qui est importante à retenir sur cette partie de crypto-monnaie, c'est la volatilité en fait de ce marché. Mmh. Et en fait, on se rend compte qu'un cycle de crypto-monnaie qui dure à peu près 4 ans, ce cycle-là, quand vous l'aurez vécu, ça représente des cycles de 10 ans sur les marchés traditionnels, voire 20 ans. Donc, vous apprenez beaucoup plus vite les différentes émotions en fait, qui vont vous traverser quand vous détenez finalement des investissements, parce que ça on ne nous a jamais appris finalement à investir à l'école. On ne sait pas forcément comment on aborde en fait la notion d'investissement. Je pense qu'il est important d'aller à son rythme et au risque auquel on est OK avec lesquels de dealer. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec la crypto, en effet, ça va aller plus vite. On va apprendre plus vite. Et donc, du coup, on va pouvoir potentiellement améliorer ses performances par la suite, puisque le temps, c'est la clé dans l'investissement. Ouais. Et alors là, tu dis un truc qui fait la transition vers peut-être l'appel à l'action qu'on voulait faire. Tu mentionnes une chose qui est vraiment importante et que je pense que tous les trois, donc j'inclus Christian là-dedans, on a réalisé, c'est que au-delà de la stratégie en fait qu'on peut vous donner aujourd'hui, voilà, pour faire de l'argent sur les marchés, c'est pas compliqué de trouver une stratégie gagnante. La difficulté, c'est de la tenir en fait cette stratégie-là, et on se rend compte que c'est bien ce que tu mentionnais tout à l'heure, donc la psychologie, donc les émotions qu'on va vivre quand on est en gain, quand on est en perte, quand il se passe rien sur les marchés et qu'on devient impatient. Toutes ces émotions-là, en fait, c'est ça qui va être le facteur décisif vers est-ce que vous allez être un investisseur rentable ou est-ce que vous allez être dans la statistique des 90% des gens qui perdent de l'argent sur les marchés. Donc, au-delà de toutes les notions techniques que vous devez maîtriser, vous devez surtout apprendre à vous connaître en tant qu'investisseur. Et c'est ça la beauté, je trouve, de ce parcours-là. Comme on dit des fois, c'est le chemin qui est plus important que la destination. En fait, vous allez apprendre à mieux vous connaître de façon générale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a donc compris, intégré. Et on s'est vraiment posé la question, du coup, comment on peut aider ceux qui veulent investir aussi. Et on a, ça fait déjà pas mal de temps maintenant qu'on travaille sur, on va dire, une approche qui serait un espèce de mélange entre, d'une part, comme je disais, la technique,
que ça suppose de maîtriser pour investir, mais aussi tout l'aspect émotionnel, compréhension, développement personnel, connaissance de soi, qui est tout aussi, voire quasiment plus importante que le reste. Ouais, et quand on regarde sur Internet, des formations techniques, vous en avez pléthore. C'est pas compliqué à trouver parce que là encore, c'est facile. Alors c'est facile. C'est pas un constat ou. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est facile à vendre en tout cas. C'est facile à vendre. Mais c'est facile à vendre parce que c'est très pragmatique, c'est factuel, ça parle au côté cartésien de nos cerveaux. Mais l'aspect développement personnel, c'est déjà plus compliqué parce que ça suppose d'avoir une discussion, de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et on a cette chance d'avoir Christian dans l'équipe qui lui en fait est coach et qui accompagne justement des professionnels en reconversion. Donc il y a des outils d'accompagnement et de connaissance de soi. Et là on s'est dit avec François, où nous on avait plus le côté technique, on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas proposer justement un programme d'accompagnement où on mêlerait nos forces et du coup on pourrait faire une vraie différence. Et je pense que en tout cas, on l'espère, cette vidéo vous a aidé à faire vos premiers pas en crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. On refera peut-être d'autres sessions. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'on aura beau vous donner toute l'information nécessaire et technique pour investir sur les marchés, ça ne sera malheureusement pas suffisant. Si je regarde autour de moi, il y a pas mal de gens qui me demandent justement des conseils pour investir en crypto-monnaie. Mais je me rends compte que c'est pas faire un cadeau nécessairement que juste de donner l'information, la théorie, voilà, froide, tiens, bonne chance, mais plutôt de faire un accompagnement. Donc, pour mes amis qui sont proches, j'en ai accompagné déjà plusieurs. Donc, on voudrait, comme vous l'avez compris maintenant, créer cette communauté qui a commencé avec le 20X Challenge d'ailleurs. On a un petit groupe Telegram, on a 26 membres maintenant si je dis pas de bêtises. Là on va bientôt créer un Discord sur lequel toute la communauté va pouvoir échanger donc sur le sujet de la crypto, mais pas seulement parce que comme on le disait tout à l'heure, on veut aussi parler d'IMO, on veut parler de business, on veut parler de finances traditionnelles. Donc si tout ça vous intéresse, le fameux appel à l'action, eh bien, on va mettre un lien en description. Vous allez pouvoir nous laisser votre courriel. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a rien qui existe concrètement. Alors, on a bien avancé, mais il n'y a rien qui est prêt. Donc, on n'a rien à vous vendre aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez donc déjà rejoindre la communauté et on pourra surtout vous tenir informé donc de l'évolution des choses, du projet et de l'accompagnement qu'on veut offrir prochainement. Voilà, être les early adopteurs de notre méthode d'accompagnement et surtout le lien pour le Discord ou du Telegram sera dans la description avec tout ce qu'on a transmis aussi comme information durant cet épisode. On essaiera de mettre les liens des différentes plateformes, des différents outils, etc. Voilà, merci beaucoup Julien pour tes réponses, c'était super enrichissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à très vite sur la chaîne. Merci François, merci tout le monde. N'oubliez pas le like et les commentaires. Merci et à bientôt.